Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cet épisode spécial d'Au clair de la lune, le podcast littéraire des Moonlight Flowers. Nous revenons enregistrer au cœur de l'été étouffant. Et le monde brûle d'un côté et est inondé de l'autre. Les flics tabassent des gens et les laissent pour morts, et des milliers de personnes meurent chaque année dans la Méditerranée au lieu d'être accueillis comme des êtres humains. Bref, le monde, c'est de la merde. Et aujourd'hui, nous allons voir qu'il en va de même dans les contes de fées. Je suis donc en compagnie de Casper. Bonjour Casper. Bonjour Ludo. Et de Marie. Bonjour Marie. Bonjour Ludo. Et pour cet épisode spécial, nous voudrions nous concentrer sur les contes de fées. Quels sont-ils ? D'où viennent-ils ? Est-ce qu'il y en a certains qu'on conseille tout particulièrement ou des ouvrages sur les contes de fées qu'on conseille particulièrement ? Comment les a-t-on adaptés ensuite en littérature, au cinéma ? Et enfin, comment est-ce qu'on a réutilisé leurs codes dans différents genres littéraires et cinématographiques ? Donc évidemment la fantasy, le fantastique, la parodie et tous leurs dérivés. Première question qui va donc nous occuper, les contes de fées, qu'est-ce que putain de quoi ? Concrètement. Et pour ça, nous avons notre premier conseil lecture de la soirée qui est « Et à la fin, il meurt » de Lou Luby, qui est un petit ouvrage mi-bédéique, mi-encyclopédique, qui va aborder un certain nombre de contes, la façon dont ils ont été transmis et surtout les différentes versions qui ont été racontées en fonction de l'auteur qui a choisi de les coucher par écrit. Casper, est-ce que tu veux nous parler plus avant de cet ouvrage ? Oui, c'est un ouvrage que j'arrête pas de vendre à beaucoup de gens, moi maintenant en ce moment, même depuis que je l'ai découvert, car je le trouve très intéressant parce qu'on s'intéresse vraiment au contexte. L'auteur remet beaucoup dans le contexte à quelle époque et pourquoi un auteur le raconte de cette manière-là. Entre autres, il parle de l'auteur de Basile, là on en rigolait tout à l'heure sur le fait que lui il s'adresse aux adultes, donc effectivement ça parle de cul et c'est des adultes, mais que par exemple si on va plutôt sur les frères Grimm, eux il fallait que leur héroïne ou leur héros soit plus prude et tout, donc vraiment elle part beaucoup du contexte et je trouve qu'elle explique beaucoup de choses très intéressantes avec beaucoup d'humour. C'est un livre où on rigole pas mal alors que... moi, sincèrement, j'ai rigolé. Moi, on me fait un nom du doigt. C'est pas ça, c'est l'inverse. Je crois que c'est Perrault qui voulait que vraiment c'est le principe de la vertu dans toute sa splendeur. Et à l'inverse, Grimm qui du coup présente des personnages beaucoup plus indépendants et beaucoup plus débrouillards en fait. Il y a beaucoup moins cet aspect-là. Alors oui, Perrault il est supposément une morale, mais ça reste une morale 17e, donc c'est des morales un peu vénères des fois. Non, moi je me trompe pas. Les Grimm, leur morale elle est différente. Souvent les Grimm ils ont un côté plus brut. Leur héroïne se débrouille beaucoup plus seule. En tout cas, c'est ce qu'elle en parle à un moment Ouais, c'est ça, ils sont beaucoup plus indépendants et débrouillards. Après, oui, mais c'est plus les brut, morales, alors que... c'est beaucoup plus violent en fait, de manière générale. Alors que Perrault, il y a beaucoup plus de magie presque. Ouais, et à c'est côté, plutôt on a édulcoré. Basile qui s'éclate. Mais Ouais, c'est ça, Perrault, c'est en fait un peu édulcoré, on peut dire. Ça va passer par des messages subliminaux. C'est surtout que, et c'est l'un des aspects intéressants de ce bouquin, c'est premièrement, il s'intéresse au contexte dans lequel une certaine écriture ou une certaine version du conte est mise en circulation, et c'est ce qui va nous intéresser aussi quand on va parler adaptation, je pense. Mais aussi, c'est un ouvrage qui s'intéresse à ce que c'est qu'un conte de fées, et ça se détermine par son origine primaire qui est en théorie dans le folklore populaire, mais le livre s'attaque un peu à ce paradoxe qui est que un conte de fées en théorie c'est du folklore populaire qui est transmis de manière orale, mais ce qui se passe en vrai dans la plupart des contes ou dans la plupart des versions des contes qui nous sont connus, c'est généralement arrive un aristocrate qui fait un peu ce qu'il veut avec l'histoire, et c'est cette version-là qu'on connaît. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, la définition du conte de fées devient extrêmement compliquée parce que souvent, cet aristocrate, justement, qui met par écrit cette version du conte, il a son propre agenda, qui est un agenda littéraire, esthétique, genre voilà, Basile, il aime bien quand ça rigole et quand ça baise, mais aussi, des fois, et bien, c'est le cas de Perrault, un agenda moral et presque religieux. C'est pour ça que, du coup,
ce qui nous reste le plus proche des contes, c'est globalement, étrangement, les mythes et les légendes de religions disparues, quoi, concrètement. Enfin, c'est mon avis dessus. Parce que c'est encore des récits dont on a, pareil, les récits de plusieurs façons, mais à une époque où ces histoires étaient considérées, entre guillemets, comme vraies par les gens qui les colportaient. Bah, c'est-à-dire que c'est apparu à une époque où, on croyait encore beaucoup aux mythes, aux divins et cetera et c'est surtout, c'est une époque où les contes étaient transmis, à l'oral, vraiment de génération en génération. Donc c'est sûr qu'il y a toujours un petit changement vis-à-vis de comment tu veux tourner la chose et quel message tu veux transmettre à travers ça, je pense. Ce qui est aussi intéressant, c'est que souvent on oublie aussi la potentielle origine. Entre autres, dans ce livre, elle dit elle parle du fait que Cendrillon et potentiellement a des origines, ce conte aurait des origines en Chine. Et on s'en doute pas du tout quand on pense à Cendrillon. Aujourd'hui, en tout cas ma génération et la génération un peu en dessous ou autre, on leur dit Cendrillon, on pense au pantoufle de verre, on pense à la citrouille, alors que l'histoire de la chaussure, en Chine, il y a un, un folklore et comment dire ça, une pratique qui s'appelle les pieds de lotus. Et entre autres, on peut le rattacher à ça. Le pied de lotus, ça a consisté à bander les pieds des petites filles pour qu'ils deviennent, ça les atrophie, et ça devient une espèce de moignon presque, et ça fait des tout petits pieds. Il en reste encore des petites vieilles qui ont ça encore, même si maintenant ça a disparu. Mais on peut rattacher Cendrillon et ses histoires de chaussures à ça. Je trouve que le passage sur Cendrillon est très intéressant sur ça, parce que d'une, on voit cette origine-là, et on voit aussi la violence qu'il peut avoir dans les contes. Et souvent, on se dit, bon, la violence, elle s'adresse, elle est pas directement faite par l'héroïne, alors qu'il y a des versions où c'est directement Cendrillon qui bute à moitié ses belles-sœurs. Alors que d'autres versions, on se dit, non, mais c'est des oiseaux, non, mais c'est elle qui se coupe les pieds, non, mais machin. Non, Cendrillon, elle a explosé le crâne d'une de ses belles-sœurs en disant, oh, regarde, il y a des trucs dans une malle, et bim, elle lui ferme la malle dans la gueule, quoi. C'est Et, ça. et souvent, parmi toutes les versions, il y a aussi ce choix-là qui se fait, de qui c'est qu'on met en avant et comment on met en avant, et à quelle époque, quel impact sera tel effet. Et il y a aussi une version un peu plus, oh mon Dieu, le monde il est tout mignon, tout gentil et où, Cendrillon pardonne à ses demi-sœurs. Ça, Il y a c'est s Disney. non, Disney, ça non, y est. Disney il partage pas, Ah il si, pardonne pas, hein. Disney, ils ont même fait un 2 où Cendrillon va aider une de ses belles-sœurs à pécho le C'est boulanger. oui, non, mais les suites, on n'en parle pas, ça Mais n'existe pas. C'est hors de question. C'est, par contre, pour rebondir effectivement, sur le fait que Cendrillon, a des origines en Chine et qu'on s'en doute pas, j'ai remarqué un truc en lisant, notamment, Histoire et légendes celtiques, un des livres sur lesquels, bah, j'ai fait une chronique, il y a pas très, très longtemps, il y a un moment, je ne sais plus et il y a notamment beaucoup de codes qui reviennent et des contes, qui ont des modifications, mais globalement, on a plus ou moins les mêmes, par exemple, celui, où c'est une fille, qui doit se marier au prince et du coup, elle doit, filer de la laine et bah, typiquement, le conte de Rumpelstiltskin, il ressemble beaucoup à un des contes que j'ai trouvé, dans ce livre-là, qui est d'origine, celtique. C'est, par exemple, pour ne citer qu'un exemple. on revient sur une espèce de le fait qu'il y a un squelette Mmh. d'histoire qui est resté et qui maintenant évolue, et parfois les auteurs en jouent et se disent, bah, il y a ce code-là, donc les lecteurs s'attendent à quelque chose et ils vont autre part, en partant du principe qu'il y a donc cette attente. Et il y en a d'autres qui disent, bah, moi je prends ce squelette et j'en fais complètement autre chose. Et ça s'ouvre sur plein d'autres histoires, dont des histoires que tu nous parlais en off. Je sais pas quelle histoire tu voudras nous parler, mais... C'est, bah, là, pour le coup, je vais principalement parler de, Les histoires extraordinaires d'Amy LTR, qui est un livre, de contes sorti en 2022, si je me trompe pas. Donc vraiment tout récent. Amy LTR, si vous la connaissez pas, vraiment allez regarder ce qu'elle fait déjà sur YouTube. Elle fait beaucoup de courts-métrages avec une poésie incroyable et ce livre de contes vraiment ne fait pas exception. C'est magnifique. Il m'a fait pleurer, ce livre et c'est vraiment un exemple de conte moderne, c'est qui alors effectivement, il y a un squelette, qu'on retrouve dans certains contes, mais globalement, c'est vraiment que des histoires, originales et qui pour le coup, s'adaptent très, très bien à notre, société moderne
Et justement, c'est à se demander si le squelette de base, il a pas aussi été influencé, autre que par les auteurs, mais aussi par la société qui l'entoure, bah, vis-à-vis du public, qui va le recevoir. Ça dépend un petit peu de comment on voit la chose. Moi, je dirais que justement, le grand truc des contes et même des mythes et même des mythes et des légendes, c'est que justement, et c'est peut-être là qu'on va pouvoir passer au deuxième thème de la soirée, chaque version d'un conte que l'on possède est déjà une adaptation de ce squelette et donc est déjà une adaptation à un contexte social particulier. Comme on disait tout à l'heure avec et donc c'est là qu'on va pouvoir parler véritablement interprétation moderne des contes, partir au-delà des trois auteurs qui sont analysés par Luluby dans son ouvrage, et parler des versions des contes auxquelles nous, on a été mis en contact quand on était enfant, qui sont, et je vais devoir parler du mot en D, qui sont la plupart du temps les versions de Disney. Ouais, voilà. Parlons Disney. Quelles sont les caractéristiques des contes version Disney? Moi, j'ai plein de grandes idées dessus. Parce que le Disney et l'adaptation des contes de fées, c'est une histoire qui court sur à peu près. Bah écoutez, Blanche-Neige, c'est 1939, donc sur au moins 80 ans. Oh, la tête de aïe. Mais Ça fait un peu mal. c'est ça, je sais plus comment on appelle l'oral qu'on fait en première au lycée, c'est Les TPE. les TPE. Moi, j'ai fait mon TPE sur l'évolution des dessins animés du Disney, et plus Mhm. particulièrement sur les héroïnes. Parce que ce qui est pratique avec Disney, c'est que on est sur une grande période et on a un corpus qui est prédéfini. Je trouve qu'on peut pas parler de la même manière de Blanche-Neige et des princesses d'aujourd'hui, et heureusement. Mais c'est vrai qu'on est parti de loin. Je sais plus combien c'est la princesse. Elle est arrivée quand Pardon. Elle est arrivée quand La Belle au Bois dormant. Mais La Belle au Bois dormant est une héroïne qui ne parle quasiment jamais. Elle a extrêmement peu de texte La dans Belle au Bois son. dormant, c'est les années 40, si je ne m'abuse. Philippe aussi C'est n'a vraiment quasiment pas c'est assez, de c'est assez texte. impressionnant. Mm. Mais et aussi, ce qui est assez impressionnant, c'est qu'on a les archétypes aussi au niveau de la beauté, on a au niveau du corps, au niveau des attentes qu'on a dans les héroïnes et dans les méchants. 99. 59. 1959, La Belle au Bois dormant. Ah bah c'est vachement plus récent que ce que je pensais, dis donc. Mais je pense en fait que pour le coup, La Belle au Bois dormant, c'est un peu. Enfin, même les anciens Disney, pour le coup, vraiment de ces années-là, je dirais que c'est vraiment l'archétype de sois jeune et tais-toi. Genre, c'est l'instrument de tous ces vieux de pouvoir. Blanche-Neige qui est sous l'emprise, enfin, qui est un peu sujet à la jalousie de sa belle-mère. La Belle au Bois dormant et Philippe, du coup, qui sont un peu les instruments de politique entre les mains de leurs parents et du coup entre les mains de Maléfique. Enfin, je sais pas, je pense qu'on peut le voir comme ça. Et puis pareil pour la petite sirène aussi, qui a très très peu de dialogue, bon, notamment parce qu'elle perd sa voix, mais même en dehors de ça. Hein. On est déjà sur. Alors, en termes de périodisation, parce qu'il y a des gens qui se sont amusés à faire des analyses universitaires de Disney. La petite sirène, on est au début de ce qu'on appelle la renaissance des années 90, parce que bon, c'est 89, je crois, la petite sirène. Donc c'est vraiment au tout début de cette période-là. Et justement, c'est le moment où les personnages, les protagonistes, et notamment les protagonistes féminines, commencent à créer elles-mêmes leur événement perturbateur. La petite sirène décide de passer un marché avec Ursula où elle perd sa voix, mais parce qu'elle a très 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 envie de pécho le prince. Belle, dans La Belle et la Bête, demande une rose à son père et se porte volontaire pour, pour le remplacer auprès de la bête. Ce qui n'est pas le cas dans toutes les versions du conte. Hein. Il me semble que dans la version des années 20 de Jean Cocteau, par exemple, c'est la bête qui fait « Ah, tu as une fille, eh ben, moi, en échange de la rose, je demande ta fille. » Et donc, c'est les mecs qui décident un petit peu, quoi. C'est pas le cas chez Disney, et c'est aussi à ce moment-là qu'on voit apparaître dans les dessins animés Disney, parce que les dessins animés Disney, c'est des dessins animés où ça chante, c'est quasiment des comédies musicales, qu'on commence à avoir ce qu'on appelle la I Want More Song, la chanson Je veux plus de la vie. Et là, on l'a dans tous les Disney des années 90.
Le plan d'Ariel avec la vague sur son rocher, c'est sa I Want More song. Je connais pas bien ce film-là. Aladdin, il a sa I Want More song. Belle, elle a sa I Want More song. C'est vraiment là que les protagonistes ne deviennent plus justement comme tu disais, les objets de force qui les dépassent. Mais heureusement, leur situation va se stabiliser quand ils vont entrer dans un mariage hétérosexuel qui va leur permettre de vivre heureux avec un pavillon, des petites palissades, un labrador et 2 enfants et demi. Mais que les événements vont vraiment être provoqués par leurs actions. Ils vont devenir un petit peu moins réactifs et un petit peu plus actifs dans leur trajectoire. Après, la solution, ça reste souvent quand même la relation hétérosexuelle avec 2 enfants et demi, etc. On le voit le même avec Mulan. Mulan, c'est un peu l'apogée de cette période-là, parce que Mulan, effectivement, c'est une héroïne qui est forte, et même encore aujourd'hui, on la considère comme une héroïne très forte. Elle quand même va partir quand même se marier à la fin, quoi. C'est alors qu'au début, c'était un peu le côté de, elle dépasse ses règles et elle a un côté, elle s'affranchit encore plus des dictats, alors que Ariel en soi s'affranchit de certains trucs parce qu'elle fait des choses qui ne sont pas elle n'est pas censée le faire. Mais Mulan est sur un niveau au-dessus, mais elle finit quand même avec le mec fort de l'armée. C'est non, pas Mushu, je sais plus. Non, Mushu c'est le dragon, mais non, c'est Shang, je crois. C'est le truc le plus cliché qui puisse exister. Oui, en plus. Mais franchement, je préfère quand même cette version que la version de base où t'as le vieil empereur qui veut juste la ken. Et elle se suicide en plus. Et elle se suicide, voilà. Donc là, la pédophilie et des trucs très très joyeux, tout rose, quoi. Histoire de bien montrer que la vie c'est de la merde. C'est non, quand même, il y a des limites. Non, Disney a adouci tous ses contes. Alors, Disney fait partie quand même de certains traumatismes de jeunesse de certains, et ça nous a fait pleurer, et on a tous des films où plus ou moins c'est compliqué par rapport à Disney. On va pas parler de la mort de Mufasa, vaut mieux pas, il y en a voilà, qui ou même juste la mort de Frère des ours. Oh mon Dieu, mais quelle horreur. Mais même sans les protagonistes, la mort de la sorcière dans Blanche-Neige, elle est violente, cette mort. Il y a des éclairs, il y a de la musique, il y a un rocher qui tombe sur la gueule et tout. Tarzan, le mec, aussi, il finit pendu. Pardon. Ah oui, c'est dans Tarzan, il finit Clayton. pendu. Sauf que, de manière générale, en fait, la mort n'est pas montrée directement. J'ai envie de dire, en fait, c'est pas mal montré par c'est la faute à pas de chance. Genre, la belle-mère... Je te déteste si fort. Oui, la reine dans Blanche-Neige, un rocher lui tombe sur la gueule. Dans Tarzan, Clayton tombe dans le vide et finit pendu par les lianes. Oui, alors que Tarzan essaye de l'aider. Bah, c'est ça. Et c'était quoi le dernier exemple ? Bambi, c'est assez particulier parce que Bambi, il y a toute une mise en scène, et la scène du chasseur est très étudiée au cinéma parce que c'est presque le cadre qui devient le chasseur. Mais là, effectivement, le chasseur fait exprès techniquement de buter Bambi, enfin la maman de Bambi. Mais c'est ça. Et puis le traumatisme ne passe pas par la mort de la mère de Bambi à proprement parler. Enfin, moi, je pense que le traumatisme de ce petit enfant qui n'a rien demandé à personne, c'est quand même que juste après que sa mère soit butée, c'est oh mon Dieu, j'ai perdu ma mère. Oh, tu es mon nouveau meilleur ami. Comment tu t'appelles ? Pampan. À la décharge du lapin, il n'y a eu qu'un seul coup de feu, je crois. Oui, non, il y en a eu deux. Oui, mais normalement, il s'appelle Pampan parce qu'il fait paf, 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 paf avec son pied. Oui, non, mais ça, c'est parce qu'il a envie de ken, ça n'a rien à voir. Ça, ou alors il est juste hyperactif. Oui, mais après, heureusement, Disney s'est quand même réveillé et nous offre maintenant des héroïnes plus ou moins fortes, même s'il y a des critiques à avoir, et les remakes, ils essayent, ça se pète la gueule. Et ouais, non, mais alors en fait, les remakes live action, c'est un autre problème. C'est parce que c'est ce qu'on appelle vraiment des genre c'est l'équivalent cinématographique d'une vidéo putaclic. Enfin, c'est un peu ça, et je suis mitigée parce que quand tu les regardes avec attention, tu sens qu'ils essayent de corriger toutes les incohérences en fait pour lesquelles ils ont été qui ont été pointées du doigt en fait dans leur film d'animation, et d'un autre côté, ils essaient de se mettre au goût du jour. Ça s'adapte à un public qui a littéralement baigné dans les effets spéciaux, sauf que c'est fade en fait. Ça tombe un peu à plat. J'ai vu le Roi Lion qui a été quand même un des phénomènes au box-office à son époque.
qui pour moi a fait un flop quand le remake est sorti. Enfin, vraiment, il est nul à chier, il est Il apporte moche. rien. Il apporte rien. Maléfique, en soi, c'est Il est techniquement un fade. remake de La Belle au Bois dormant, mais il apporte quelque chose. C'est On ça, a il offre nouveau un autre point de vue. on a autre chose. Intervention de Chapa, notre ingé son. Salut. Il y a peut-être aussi le fait à mettre en balance que dans Maléfique, Angelina Jolie s'est un petit peu emparée du personnage et un petit peu emparée du scénario parce qu'elle a négocié une place de productrice exécutive au début du film. Et du coup, il y a des grosses modifications dans le film qui ont été faites parce que elle avait négocié cette place-là et parce que du coup, elle pouvait dire eh, venez, on prend Miyavi en caméo et venez, en fait, on va arranger cette réplique, on va arranger ce trait de scénario, etc. etc. Donc, il y a un petit côté peut-être où Maléfique, comme tu le dis, c'est un peu une exception dans le sens où il y a une actrice qui s'est emparée du personnage et qui a proposé des trucs là où dans tous les autres, les actrices, elles étaient là pour exécuter un scénario écrit par un mec, etc. etc. quoi. Ah oui, donc vraiment, elle a décidé de se rappeler qu'elle était une artiste, en fait. C'est un peu ça qui s'est passé. Oui. Bah, moi, sincèrement, Maléfique, j'avais été agréablement surpris. Moi, franchement, j'ai kiffé Maléfique. Et puis surtout, ça montre quand même. Enfin, là, ça retourne en fait totalement un conte qui est quand même ultra misogyne. Le consentement, je pense qu'on va pas en parler dans ce film, hein, parce que clairement, je pense que c'est pire que les ordures à Paris. Mais c'est quelque chose, en fait, ça offre vraiment un point de vue pour moi féministe, parce que c'est vraiment Maléfique, en fait, qui s'est fait bolos depuis le début par un connard qui s'avère être le père d'Aurore. Et c'est ça tout le long du film. Et elle se bat pour ses convictions. Alors elle devient méchante parce qu'elle est malheureuse, parce qu'elle peut plus voler. Et les ailes, c'est un peu la liberté. Il y a toute une symbolique derrière, en fait. Et c'est pour ça que je l'ai trouvé notamment hyper fort, ce film. Pour moi, c'est une bonne adaptation moderne d'un Disney. Oh, je suis C'est un vraiment bon d'accord. remake. Et même si on parle là des originaux de Disney qui sortent maintenant, il y en a certains que je trouve réussis. Moana, moi sincèrement, je l'ai bien aimé. Mais par exemple, Raya, je l'ai vu il y a pas longtemps. Je trouve que ce film sonne creux. On voit qu'ils ont voulu faire des choses, qu'ils avaient la volonté, mais qu'ils sont pas allés au bout. Et tu fais bon, les gars, stop, quoi. C'est bon, ça va aller. Et en même temps, sur d'autres films comme Luca, moi sincèrement, je l'ai bien aimé. Et j'ai pas l'impression que Luca, ils se sont dit, nous, j'ai l'impression que Luca, il est sorti pas dans la même volonté que, par exemple, un Reine des Neiges ou un Moana ou un film en disant oui, ça va être un grand film et tout. Non, là, Luca, c'était son film. C'est un Pixar en plus. Je pense qu'aussi Pixar, c'est autre chose aussi. Et qu'ils ont un peu plus de liberté sur certains points. Mais Luca, je trouve qu'il y a une bonne morale. J'ai pas envie de t'en parler trop parce que j'ai envie que les gens le découvrent si vous l'avez pas vu, même si ça commence à dater. Mais il est très sympa. Moi, je l'ai revu à plusieurs reprises et j'ai l'impression d'avoir la sensation comme quand tu retournes voir la mer, t'es heureux d'aller voir la mer, tu sais à quoi t'attendre parce que tu l'as déjà vu, mais t'as de la fraîcheur et t'as aussi quelques petites nouveautés avec quelques petites facilités scénaristiques avec quelques personnages qui sont un peu clichés, mais c'est un film qui est pas très long et qui est assez simple, mais avec des bonnes morales et avec des trucs très très chouettes et qui peuvent avoir plusieurs sens de lecture. Je pense pas qu'on puisse comparer Disney et Pixar pour le coup, parce que pour moi, Pixar, en fait, c'est bien au-dessus. Même des vieux Pixar, je les revois avec plaisir, même si Toy Story fait C'est vraiment maintenant très, la très- même compagnie. Oui, même si c'est la même compagnie, enfin, je suis désolée, mais Pixar fait vraiment des trucs fantastiques, sans parler de Luca qui, du coup, est effectivement passé un petit peu à la trappe, vu que c'est sorti pendant le Covid, je crois, ou juste après. En tout cas, c'est sorti sur la plateforme et pas au cinéma. Ça a été pareil pour En Avant, qui, à mon avis, doit être totalement inconnu pour beaucoup de gens qui nous écoutent. Et En Avant, c'est vraiment une histoire de fraternité, une quête face à un père qu'ils n'ont pas connu. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est incroyable. Et pour citer un film que, pour le coup, j'espère que beaucoup l'ont vu, Coco, enfin, tous ces films-là, en fait, je trouve que t'as vraiment... J'ai beaucoup plus d'émerveillement à 23 ans en les regardant et même en re-regardant d'anciens Pixar comme Rebelle par exemple, plutôt qu'en regardant un Disney où je me dis mais arrêtez de faire de la merde en fait, ça suffit, il faut arrêter de chier dans un bol et de faire croire que c'est de la mousse au chocolat en fait. Zootopie, c'est un Pixar ou pas? Parce que moi, Zootopie, c'est... C'est fait par le même studio que Réponse et La Reine des Neiges, il me semble. Il me semble que c'est plus ou moins la même. Je le re-regarde. Moi, sincèrement, ça fait partie des Disney que je re-regarde. Moana de temps en temps. La Encanto, je serais capable de le revoir. Mais Oui, c'est c'est vrai qu'il y a vrai. beaucoup de vieux Disney où
bon, avec de la bonne nostalgie, tu regardes Peter Pan, le remake de Peter Pan, je vous le déconseille. Il est nul à chier. Mais par contre, tu vois, typiquement, par rapport à tout ce que tu as cité, on peut citer un point commun. Bizarrement, il n'y a pas de love story. Bizarrement. C'est quand même dingue, la vie. Oui, il y a un autre point commun à tous ces Pixar et à toute cette nouvelle génération de Disney en images de synthèse qui ne sont pas les affreux remakes en live action ou totalement en images de synthèse comme le remake du Roi Lion, parce qu'ils ont fait genre c'est le Roi Lion en live action, mais non, c'est que des images de synthèse. Bon, c'est un bond technologique énorme, mais bon voilà, un remake plan par plan avec des chats qui ont juste des expressions de chat, enfin on s'emmerde quoi. Mais tous les points communs de ces Pixar, c'est que, et ça va nous permettre de passer à une autre partie de ce podcast, c'est que c'est pas des adaptations de contes, en revanche, c'est des histoires qui adaptent les codes du conte pour en faire autre chose. Et de ce point de vue-là, c'est peut-être plus facile justement de s'adapter à un public contemporain quand tu te débarrasses même du squelette et que tu décides juste de former une espèce de squelette de dinosaure avec des petits morceaux d'os d'Australopithèque, quoi. Je sais pas où j'ai avec cette métaphore, je suis navré. En parlant de films Disney que moi je conseille, que beaucoup de gens ont tendance à oublier, mais que moi je regarde aussi et que j'invite tous les gens qui ne l'ont pas vu à le regarder, c'est La planète au trésor, qui en soi reprend les codes d'un livre quand même, L'île au trésor, mais d'un monde d'espace avec une quête de liberté, une quête un peu d'identité, avec des musiques que moi sincèrement j'aime bien. Vraiment regarder les planètes au trésor, c'est génial. Ça, c'est un mix entre un voyage dans l'espace et de la piraterie, avec un côté un peu steampunk sur les bords, parce que c'est des voiliers dans l'espace. Vraiment, il est génial ce film. Et surtout, c'est un truc qu'on oublie, c'est que ce film, il est important dans Disney, même s'il n'est pas connu, parce que ça a été un bond technologique. Ouais. Oui, il y a des éléments d'image de synthèse dedans, et pour le coup, c'est vraiment un très très joli film. Je trouve qu'il a pas trop mal vieilli. Mais après, de manière générale, c'est à partir des années 2000, ça a vraiment. Enfin, même pas à partir de 95, l'année où est sorti Toy Story, si je me trompe pas. C'est un bond, en fait, dans l'industrie du cinéma de manière générale, avec beaucoup d'effets spéciaux, des effets visuels technologiques qui sont incroyables. Ne serait-ce que Le Roi Lion est le premier à utiliser un logiciel pour une scène, la scène des gnous, pour faire en sorte qu'ils ne se rendent pas dedans, en fait. Et ça passe nickel. Enfin, vraiment, pour le coup, cette scène, elle n'a pas du tout vieilli. Et pareil pour Mulan, qui ont utilisé le même logiciel avec un problème supplémentaire. Aucun soldat ne se ressemble. Et franchement, rien que ça, c'est incroyable. On ne se rend pas compte pour l'époque. Et pour sortir un petit peu de ce registre, juste comme ça, je vais peut-être foutre un petit coup de vieux, mais Harry Potter à l'école des sorciers, le film il est sorti en 2001. Voilà. Oui. Et pour parler d'images de synthèse, les gars, Il y en a un qui a mal. Jurassic Park, c'est 1993. Ouais. Et je crois que Star Wars, si je dis pas de conneries, c'est lequel? Le premier, c'est 74, je crois. C'est ce qui me semblait, c'est dans les années 70. Ça fait mal. On n'a pas encore les images de synthèse à l'époque. Enfin, c'est des trucages numériques. C'est plus. C'est là que tu vois en fait la magie du cinéma, quoi. Alors, il y a des trucages numériques dans les versions de Star Wars, y compris du premier, qui circulent à l'heure actuelle, mais ça c'est parce que George Lucas est un énorme nerd qui a passé son temps à retoucher ses films au fil des années avec les nouvelles technologies qui sortaient au fur et à mesure pour des résultats qui sont d'une qualité variable. Mais revenons à nos moutons, parce que ce n'est pas un épisode spécial effets spéciaux. Nos princes et princesses et autres pampans. Voilà, la réutilisation des codes ou des personnages de contes. Des fois à des fins diverses et variées, notamment à des fins parodiques. Parce que je vous propose de maintenant passer à notre point Shrek, qui est à peu près inévitable quand on parle de contes de fées. Et de Disney, c'est un gros fuck à Disney de base, Shrek. Un peu, oui, un peu beaucoup. Parce que Shrek, ça aussi c'est vieux. Shrek, c'est... Mince, j'ai oublié de vérifier la date. 2002. Ouais, c'est 2002, le début des années 2000. C'est 2002 ou 2003. Ouais. Mais c'est en tout cas juste après Matrix. C'est-à-dire c'est le moment où quand on fait référence à Matrix, c'est super hype, c'est pas encore devenu un énorme cliché. Donc c'est vraiment au tout début des années 2000. 2001 Aïe. Shrek. Je suis vieux. C'est dommage de ne pas avoir la vidéo dans ce podcast, parce que les têtes...
Ouais, So épique. ouais, non, en plus il fait noir, donc on a vraiment tous l'air d'être dépressifs. Il fait chaud aussi, faut pas l'oublier. Il y a rien Mais qui ouais, va. Shrek, énorme fuck à Disney, film quasi parodique des codes du conte de fées, puisque l'idée c'est de tout inverser. Le héros c'est un ogre, donc c'est typiquement en théorie un antagoniste. Le roi sage c'est Farquaad, c'est un trou de balle, une espèce de mélange complètement instable entre Mussolini, Darmanin et Nicolas Sarkozy, enfin vraiment insupportable. Euh, la princesse, certes, finit dans un couple hétérosexuel à la fin, mais elle découvre que les standards de beauté humains tels que définis par la société médiévale, qui est évidemment un reflet de notre société capitaliste néolibérale, sont nuls à chier. Et Voilà. elle Shrek is pète based. la gueule au beauf, et ça, rien que ça fait plaisir. Façon Matrix, du coup. Oui. Mais elle pète la gueule à des mecs, et ça, c'est cool. Mais ce film, je trouve que maintenant, c'est une référence absolue de notre génération. Même maintenant, on peut difficilement faire des parodies ou des détournements de contes sans qu'on parle de Shrek, parce qu'il a un peu posé les bases. Et je disais tout à l'heure que c'est un doigt d'honneur à Disney. Petit rappel, donc, Disney a quand même essayé d'attaquer en justice Shrek. Parce que oui, Shrek reprend des codes de personnages comme Pinocchio, comme Blanche-Neige, qui étaient sortis à cette époque-là chez Disney. Et surtout, regardez, la tronche de Blanche-Neige, c'est quasiment un copier-coller, comme on le disait en off. Mais ces personnages-là n'appartiennent pas à Disney. Oui, si Disney ne les avait pas popularisés de cette manière-là, Shrek n'aurait pas eu le même impact, mais ça n'appartient pas à Disney. Et Shrek a vraiment su détourner tout de façon assez proche pour qu'on reconnaisse les choses, mais assez éloigné pour qu'on puisse pas lui foutre dans la gueule. Rien que Farquaad, il fait penser à Facebook, et avec par exemple aussi l'attraction quand Shrek et l'âne rentrent, c'est vraiment l'attraction Disney typique qui s'appelle, je n'ai plus le nom, c'est l'attraction Disney avec les petites marionnettes. C'est oui, les It's cités It's a small Buloc. world. Ah It's oui, Small cette World. celle-là. C'est vraiment ça, c'est une chanson qui te rentre dans la tête avec des espèces de petites marionnettes qui te font de la danse. Et Shrek, ils ont repris ça. Sauf que c'est pas la même chanson, c'est pas d'un bateau, c'est fait que on sait pas, mais quand tu es déjà allé une fois à Disney, tu vois directement ça. Oui, voilà, c'est évidemment le méchant est aussi une parodie d'un dirigeant ou d'un grand patron de Disney qui se définit aussi particulièrement, notamment aux États-Unis, parce que bon, nous on a Disneyland Paris, mais aux États-Unis ils ont 2 parcs d'attractions Disney, donc bon, c'est Mais de manière générale, en fait, DreamWorks se fait vraiment un pied de nez à Disney. Je pense que c'est vachement meilleur en termes de qualité. Et puis, c'est notamment dans Shrek, l'humour qu'il y a dans ce film, c'est incroyable. Tu es complètement hilar devant ce film par des répliques que tu comprends pas forcément quand t'es petit, d'ailleurs. Et c'est pour ça que ça reste intemporel, je pense. Mais d'un autre côté, il y a Disney qui, je trouve, se prend vachement plus au sérieux. justement, ça a été un des problèmes. Enfin, je veux dire, la série Shrek, justement, si à partir de Shrek 3 c'est moins bien, c'est parce que c'est le moment où Shrek commence à se prendre un peu au sérieux. Ouais. C'est-à-dire, Shrek 2 est encore dans ce vibe hyper parodique où le méchant c'est Marelle la bonne fée et son fils Prince Charmant. Shrek 2, c'est le meilleur qui soit sorti de cette franchise avec le chapeauté et le dernier vœu. Mais ouais, ensuite ils ont voulu faire de Shrek une histoire sérieuse, c'est moins bien passé, c'est devenu plus compliqué. Mais DreamWorks a été d'autant plus salé envers Disney qu'ils ont commencé aussi, eux aussi, dans les années 90, dans cette vibe d'adaptation de contes et de légendes extrêmement connues, de manière hyper premier degré, hyper sérieuse. Simbad le marin. Simbad Le le marin, Prince quand même, il est d'Égypte. de trop, hein. Si, Il est alors, trop sur certains le points. prince d'Égypte, il est très sérieux, mais Simbad le marin, tu as déjà une appréciation différente quand tu es un adulte et quand tu es un enfant. Disney, t'as à peu près la même appréciation. Maintenant, il y a quelques blagues qui sont pour adultes et tu les comprends que beaucoup plus tard, ou des allusions à des trucs que quand t'es enfant, tu fais pas gaffe. Mais Simbad le marin, il y a déjà des choses qui font que tu le vois pas de la même manière et t'as plusieurs sens de lecture.
et il est quand même assez drôle sur plein de points et je trouve qu'il se prend pas tant que ça au sérieux. Bah, Il se prend pas c'est tant que ça au sérieux, notamment avec le chien, vraiment le comic relief qui en fout plein la gueule à Simbad. Vraiment, oui, mais c'est avoir un génial. comic relief, c'est normal. C'est pas le signe que le film se prend pas au sérieux. C'est Plein de films très sérieux ont des comic relief. Le Seigneur des Anneaux a des comic relief, Qui chevauche même son dans le arbre. roman. Oui, non, mais il y a pas que ça. En fait, là où Simbad reprend certains codes du conte, c'est quand même une histoire d'aventure avec une quête, une finalité, etc. Potentiellement une morale de bon, sur le vol et tout, on passera, mais sur le fait qu'il pique la meuf à son meilleur pote aussi, on repassera. Mais je suis sûre qu'il y a une morale quelque part qu'on peut Oui, il y a trouver. une morale Mais une sorte de fidélité, mais dans l'amitié. Et en fait, c'est une loyauté. Plus c'est une question de loyauté que il d'autre y chose. a, il y a mais- aussi sur la fin le fait de mentir à soi-même ou aux autres, c'est pas la même chose. Je pense que c'est surtout vis-à-vis du mensonge aussi qu'on peut parler. On reprend, enfin, pour avoir un peu cette idée du voleur honnête, on l'a aussi avec Aladdin hein, finalement. C'est en beaucoup plus, pour le coup, en beaucoup plus rose, Moi, je trouve plus beaucoup lisse plus Aladdin. bleu plutôt. Simba, pour moi, c'est pas des films qui sont si lisses que ça, comparé à Ben, l'étiquette Disney. Alors, il est pas, il est plus lisse que Shrek, oui, ouais. mais Bah, je le trouve moins lisse. C'est ça, je trouve que la après, comparaison avec Aladdin est complètement justifiée et ouais, non, mais assez bien trouvée, quoi. Aladdin, je suis pas neutre parce que c'est mon traumatisme d'enfance. Aladdin, j'étais terrifié par Jafar quand j'étais petit. Mais non, mais au moment où Simbad ou le Prince d'Égypte sort, Disney est déjà toujours pas si lisse que ça, hein. C'est à peu près l'époque du bossu de Notre-Dame. Le bossu de Notre-Dame où l'un des énormes plot points, c'est quand même l'érection de Frollo, hein. Qu'on soit clair. Oui, mais elle se voit pas comme avec Lord Farquaad. Techniquement, on peut voir l'érection de Farquaad à un moment. Oui, c'est vrai. Oui. Parce que Voilà. Frollo a des Frollo, il robes plus chante. larges. Non, mais Frollo, il chante avec un foulard et devant le feu et Non, mais machin, et par c'est une contre, métaphore. je pense qu'on va se mettre Farquaad, d'accord sur un truc. Le bossu de Notre-Dame, ce n'est pas pour les enfants. Clairement, ce n'est pas pour les enfants. C'est Si, déjà c'est un bon traumatisme qui t'initie à un certain nombre des thèmes les plus sombres que tu vas rencontrer dans ta vie. genre la Excellent traumatisme friendzone. pour 8-9 ans. Ouais, genre la friendzone. C'est la friendzone, le harcèlement sexuel. Franchement, je pense que Mais je trouve 8 ans, c'est un peu jeune quand même. hein. La friendzone, c'est un des trucs les plus soft hein, quand même du truc parce que Frollo, il y a du racisme. Oui. Il y a aussi, une des scènes qui m'avait terrorisée, Le harcèlement. c'est le harcèlement quand avec la journée des fous. Oui. Je trouve cette scène horrible. Moi, vraiment, elle me met Ah, mal à moi, l'aise. elle m'a traumatisée. Hein. Franchement, cette scène, c'est la fête des fous. Mais je crois que de manière générale, Frollo me faisait extrêmement peur. Et Bah, il puis s'est même, fait de manière exprès. générale, il a un visage. Et puis, enfin, peut-être que le fait que ce soit aussi la même voix que Scar dans Le Roi Lion joue peut-être un petit peu. Regardez mais, les films en VF. On a des bons doubleurs en VF aussi. on a des doubleurs incroyables. Les Disney sont très 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 bien doublés, hein. Les Disney, les DreamWorks sont très très bien doublés de manière générale. Alors, dans les sorties les plus contemporaines, il y a un côté un peu plus hit and miss parce que, exactement comme leur version originale, on essaie d'avoir des doubleurs qui sont célèbres pour autre chose. Et donc, quand tu décides que ton protagoniste ou que tel personnage est doublé par Norman, tu vois, par exemple, ça passe ou ça casse un petit peu, quoi. Mais Là, maintenant, ça casse du coup. oui. Le dernier Disney qui est sorti, qui s'appelle Élémentaire, il y a eu un gros débat là-dessus, même une espèce de petite polémique, parce qu'ils avaient tourné le film une première fois avec des vrais doubleurs, dont un des doubleurs qui a fait entre autres Spider-Man, je n'ai plus son nom exact, mais il a fait Spider-Man, il a fait Lightly Yagami dans Death Note, il a fait plein de dessins animés, il a fait Martin Mystère, vraiment, il a un sacré bagage et il sait faire plein de voix. Il est aussi dans Futurama, vraiment un super bon doubleur. Il y avait une autre nana qui était aussi une doubleuse, je sais plus exactement ce qu'elle a fait, mais donc il y a vraiment deux doubleurs expérimentés qui ont fait le film en entier et ils ont choisi de refaire le film avec deux acteurs qui n'étaient pas du tout connus pour le doublage. Et ils ont mis au final les stars en avant plus que les vrais doubleurs. Dans la VF ou dans la VO Dans la aussi VF de Ouais. Élémentaire. Donc ils ont quand même fait 2 fois le film. Après, pour le coup, pour l'avoir regardé, déjà, j'ai passé la moitié du film à pleurer, donc super. Mais il est vraiment très très bien, il est très très bien doublé. Pour le coup, c'est des voix que vraiment je ne connais pas. C'est pas ce qui m'a choqué le plus, c'est forcément. Mais
Je le conseille parce que visuellement, il est très bien. Il y a un petit sous-texte sur le racisme aussi qui est pas mal, je pense, pour les plus jeunes, histoire de faire passer le message. Et franchement, il est cool. Le message de ce film est très très fort, je trouve. Vraiment. Moi, je l'ai pas encore vu, mais t'es une des premières personnes à me donner envie de le regarder. Je pense que je vais le regarder. Franchement, après, moi, enfin, de par ma situation actuelle, il m'a fait beaucoup pleurer, mais ça m'a vraiment beaucoup touchée. Il y a une histoire d'héritage de métier, de poursuivre ses rêves, qui est vraiment très très belle, très très bien faite. Et derrière, oui, tu as une histoire d'amour incompatible, impossible entre les deux éléments, le feu et l'eau. Mais ça n'empêche pas en fait de juste s'éclater et pouvoir être soi-même. Vraiment, tous les messages de ce film, ils sont vraiment très très bien mis en œuvre, très très bien mis en scène, et il est très beau ce film. Vraiment. L'amour impossible a un gros motif, issu du conte aussi. Parce Oui. que, alors, dans le conte traditionnel, généralement, l'amour impossible, c'est le prince tombe amoureux d'une femme, il semblerait que cette femme soit une roturière, et en fait, l'un des enjeux du conte, ça va être de révéler qu'en fin de compte, depuis le début, c'était une princesse qui avait été perdue, et donc, en fait, c'est complètement OK, pas parce qu'elle est super sympa, hein, mais parce que effectivement, elle est sortie du bon château. Ouais, après, je pense que d'un point de vue d'un enfant, je pense que ce genre de message aussi, c'est important de le garder parce que ça montre aussi que quelles que soient tes origines, quel que soit d'où tu sors, même si tu sors du fin fond d'une poubelle, bah, tu peux réussir dans la vie. Bon, après, c'est triste que pour Disney, réussir dans la vie, ce soit avoir une couronne et chier de l'or, mais C'est vrai qu'en soi, si la manière de montrer ce message, donc dans l'élémentaire, de ce que tu nous en dis, Mm. je le trouve plus intelligent que. Oui, mais en fait, au final, c'était une princesse. bah, c'est Ça ça, va parce pas que être Deus Ex Machina, quoi. dans l'élémentaire, il n'y a pas de prince et de princesse, en fait. Ça se passe vraiment dans une ville, c'est juste, il y a 4 types de population, du coup, oui, c'est ça, 4 types de population, du coup, en fonction des éléments. Et ça n'empêche pas de faire des trucs, et surtout de trouver sa voie et de faire son propre truc. Et ça, c'est vraiment cool. D'autant plus si on est poussé par des gens sains, par des gens sains, de manière générale. Et qui te veulent du bien. Ça, c'est cool. Après cette jolie petite aparté, est-ce que vous voulez qu'on retourne un peu sur Shrek ou pas? Parce qu'au final, on a parlé plus de Disney que de Shrek sur Shrek. Bah après, si on veut continuer sur les contes modernes, du coup, moi, je peux citer un petit peu les histoires extraordinaires d'Émile Théard, où ça parle pas mal de deuil, de deuil, d'acceptation de soi. Il y a une histoire LGBT aussi dedans, c'est en conte original. Il y a des histoires avec des robots, il y a des trucs un peu plus classiques avec des princes et des princesses, des dragons, etc. C'est des sorcières, mais pour le coup, enfin, voilà, juste pour faire ma petite pub sur ce bouquin, c'est vraiment pour moi une très belle adaptation d'histoire moderne, et c'est des contes du coup originaux au même titre qu'Anderson à son époque. Anderson avait fait les premiers contes originaux aussi, hein. C'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser, du coup, puisqu'on a un nouvel ouvrage original de conte. C'est, en fin de compte, c'est quoi un conte? Est-ce que c'est des personnages qui sont familiers? Est-ce que c'est une structure narrative? Est-ce que c'est une ambiance? Est-ce que c'est un cadre? Est-ce qu'un conte, c'est fondamentalement quelque chose que l'on peut raconter le soir à son enfant avant qu'il s'endorme parce que c'est suffisamment court et suffisamment peu traumatisant selon les standards de ta propre société pour que cet enfant puisse dormir après? Vous avez environ 5 minutes parce que je pense qu'on enregistre depuis déjà très longtemps. Eh bien, je pense qu'il y a le vilain petit canard d'Anderson qui, pour le coup, t'empêche pas de dormir, je pense. Ça dépend si t'as été le vilain petit canard et que, dans ta vie ou pas. Bah oui, sauf que justement, tu peux finir en signe et chier sur les autres, et ça, c'est cool. Je trouve que c'est une question qui est assez vaste parce que quand on étudie ça au collège, on a la réponse à la définition. Alors en compte, c'est ça avec la péripétie, le machin, le bidule. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de films que j'ai envie de considérer comme des contes et qui en soi sortent un peu du cadre. Là récemment, moi j'ai vu le film Nimona qui pour moi est un conte moderne. Nimona. Nimona, Avec pardon. un N initial. Nimona qui est sur Netflix, je le conseille grandement, vraiment foncez. Qui est vraiment Je super. vois les yeux de Marie, donc je suis pas sûre que je puisse spoiler ce film. Mais il y a aussi la question de l'acceptation de soi.
je n'en parlerai pas plus, mais juste regardez-le parce que pour moi, c'est un conte moderne parce que souvent on parle de morale et je trouve qu'un conte, souvent, il fait réfléchir. Après, est-ce que c'est vraiment toujours le cas? Et ce film, pour moi, fait réfléchir et reprend à rebrousse-poil parce on s'intéresse à un personnage qui c'est pas du spoil, mais elle se prend pour une méchante. Et c'est tout, elle se présente comme une méchante et les premiers trucs qu'elle voit, c'est une punk qui se prend pour une méchante et qui veut être une méchante. Et ça s'intéresse de pourquoi aussi elle a envie d'être méchante et est-ce qu'elle est vraiment méchante et tout ça. Et avec la question aussi de l'acceptation, est-ce que je dis le trigger warning ou pas? Il y a un petit trigger warning dans ce film, mais je sais pas à quel point c'est du spoil. Oui, si vous avez déjà eu des pensées suicidaires dans votre vie, et c'est pas une blague, ne regardez pas Nimona tout seul. Il y a un petit trigger warning sur le suicide. Ma foi, c'est Voilà. très joyeux tout ça, histoire de bien traumatiser les enfants. Mais C'est c'est très intelligemment, très intelligemment géré, et bon, c'est aussi ça qui rend ça aussi émouvant, extrêmement réaliste sur la façon qui t'amène à penser un petit peu comme ça, quoi. Et c'est géré, je trouve, quand même bien géré. Donc c'est un trigger warning à savoir avant de regarder le film. Mais c'est pas non plus le truc qui te saute au visage et quand t'es enfant, tu le regardes, tu ne fais pas gaffe à ça. Mais c'est un conte moderne que je conseille grandement parce qu'en plus, niveau animation, il est super sympa. Oui, puis là aussi, il y a une première lecture, parce que c'est un film qui commence par un conte. Le film commence par vous raconter comment une cité a été fondée avec un petit conte. Et ensuite, tout l'enjeu du film, ça va être de retourner les codes qui ont été exposés à l'intérieur même du film, là où Shrek rejette tous les trucs du conte à l'extérieur dans la connaissance qu'en a le spectateur. Là, Nimona nous donne les codes à l'intérieur même du film et ensuite les retourne sur sa tête. C'est aussi pour ça que Nimona, un enfant qui n'a pas été trop en contact avec les contes, qui a entre 9 et 11 ans, je dirais, même s'il ne sait pas du tout ce que c'est qu'un conte de fées, parce que ses parents ne sont pas du tout dans ce délire-là, il va comprendre en fait comment le récit se retourne sur sa tête, quoi. Et c'est super cool. Eh ben, je le regarderai, du coup, franchement. Et moi, je pense qu'un conte de fées, bah déjà avec ne serait-ce que l'aspect fée dedans, c'est déjà quelque chose qui doit t'émerveiller en tant qu'enfant, j'entends, qui doit aussi parler quand t'es adulte, je pense à ton enfant intérieur, de mon point de vue. Et derrière, c'est bah, tout simplement quelque chose avec quoi tu te construis en fait. Pour moi, un conte de fées, c'est un peu ça. C'est au-delà d'être quelque chose qui te traumatise ou pas, bah justement, c'est quelque chose avec lequel plus tard tu peux dire pourquoi ça m'a traumatisé, euh, qu'est-ce que je peux faire dans ma vie à mon échelle pour éventuellement évoluer les choses qui m'a plu ou m'a déplu dans ce conte de fées. C'est voilà, je pense. En tout cas, c'est quelque chose avec lequel on se construit en tant qu'enfant. Dans tous les cas, ça c'est, je pense, indéniable. On a tous été plus ou moins touchés, plus ou moins traumatisés et plus ou moins émerveillés par les contes, quels qu'ils soient, toutes catégories confondues, lus, vus, réadaptés ou pas, peu importe. Salut. Est-ce que vous m'autoriseriez à soulever une question pour rebondir sur ce que vient de dire Marie? Oui. Tu parlais du côté peut-être éducatif et du côté des contes qui peut-être a un rôle de construction culturelle ou un truc comme ça. Tout à l'heure, Ludo, tu disais que les contes, selon les auteurs qui les abordaient, Oui. avaient peut-être soit un rôle qui allait être plutôt comique pour amuser une cour qui finançait l'auteur ou des trucs comme ça, et d'autres qui étaient à vue de transmission de morale chrétienne à l'époque, dans le cas d'Anderson, si je me rappelle bien. Ouais. Qu'est-ce que vous diriez du fait que les histoires prototypes avec des archétypes d'histoire, avec des archétypes de personnages principaux, des archétypes de méchants les plus consommés aujourd'hui, notamment auprès du jeune public, qui est en train de construire sa culture, c'est les super-héros, qui sont réinterprétés par plein d'auteurs différents, avec plein d'angles différents, avec plein de transmissions de morale différentes, et qui sont aussi, comme les contes de fées à l'âge d'or de Disney, sont saisis par des productions pour Ouais. les réadapter, alors qu'avant ça existait dans des médiums différents, et pour faire du fric et du public avec.
Alors j'ai une réponse à ça, mais qui tient principalement au fait que je suis pas d'accord avec Marie. Euh, Moi, je pense pas qu'un conte, ça soit foncièrement un truc avec lequel l'enfant se construit parce qu'il est émerveillé. Parce qu'à ce moment-là, tu vois, et j'en ai un peu honte aujourd'hui, vu que l'autrice a complètement viré Barjot, mais moi, je me suis construit en tant qu'enfant avec Harry Potter. Mais Harry Potter, c'est une série qui reprend des éléments du conte de fées parce qu'il y a plein de créatures de contes de fées dedans. Euh, mais c'est pas un conte. Moi, je pense que le conte, foncièrement, c'est certes une histoire qui peut avoir une morale avec laquelle on peut se construire, mais pas seulement. Mais c'est avant tout un truc qu'on peut raconter à un public donné dans un temps relativement réduit et qui se tient du début jusqu'à la fin. C'est ce qui pour moi fait par exemple la différence entre un conte et une épopée. Une épopée comme l'Iliade ou comme l'Odyssée, un Aède, il en chantait qu'une partie. Et on savait à la fin de sa représentation que c'était pas terminé. Que c'était Ulysse reviendra dans le chant 14. Euh, et un conte, pour moi, c'est vraiment ça. Ça peut être effectivement tout ça, mais puisque si on reprend et à la fin il meurt, les contes de Basile, c'est pas ça. Enfin, tu peux pas les raconter avec un enfant pour l'émerveiller. Parce que si ton conte il commence et là il la prenait par derrière sauvagement et elle adorait ça, mais sa belle-mère veillait au grain, tu vois. Enfin, non. Enfin, ou alors. Ouais, non, mais des je, grands je, enfants, je tu vois. parle pas je parle pas forcément de tous les contes confondus et de toutes les versions. Je pense qu'il y a toujours des versions qui sont adaptées à certains âges, forcément. Mais pour moi, le principe est là. Et puis, pour reprendre ton exemple d'Harry Potter, aujourd'hui, on sait que J.K. Rowling n'est pas forcément quelqu'un de très recommandable sur beaucoup d'aspects. Mais enfin, quand tu lis le bouquin, à moins de savoir toutes les conneries qu'elle a dit sur Twitter, bah, tu le sais pas forcément. Il faut vraiment faire des recherches approfondies. Après, Oui, aujourd'hui, c'est c'est plus facile forcément de savoir pourquoi J.K. Rowling non, non, mais n'est pas vraiment approuvable. Mais la moralité d'Harry Potter, c'est pas mon point. C'est que, si tu veux, moi, ce que j'ai retenu d'Harry Potter quand je me suis construit en tant qu'enfant, c'est pas le fait que c'était bizarrement raciste si on regardait ça de près. Et bah, comme elle n'était pas encore sortie avec ça, genre je savais pas que J.K. Rowling était dangereusement transphobe, tu vois. En revanche, ce que j'avais retenu, c'était si jamais les fascistes ne font ne serait-ce que se cacher un tout petit peu, si jamais les nazis ne font que se cacher ne serait-ce qu'un tout petit peu, les autorités publiques préféreraient le calme au fait de lutter contre les nazis. Ça j'avais compris, parce que pour moi, il était extrêmement clair que Voldemort et les Mangemorts étaient de gros racistes, avec l'histoire des sangs de Bourbe, etc., etc. Et moi qui avais vu mes parents chialer devant Le Pen au second tour en 2002, tu vois, j'avais compris que les Mangemorts, pour moi, c'était le Front National. Tu vois, il y avait une identification assez claire, et c'est ça que j'ai construit. c'est vrai, mais Mais en même temps, toi, Harry Potter, c'est sorti, t'avais quoi? T'avais déjà 15 ans. j'ai lu le tome 1, qui est sorti avant ma naissance, s'il te plaît. J'avais 6 ans. Alors, t'as lu Harry Potter quand même très très tôt aussi. Oui. C'est sorti en 97, donc. Donc, ouais, si, un peu après ma naissance. Mais du coup, je savais pas lire quand c'est sorti, encore. T'as appris à lire tard. Bah, j'ai appris à lire à 6 ans. T'as J'ai appris à appris, lire tard. j'ai appris à Alors, lire à l'école. 6 ans, c'est l'âge du CP. C'est la classe où t'es censé apprendre à lire. Ah. Ah bon. Merci mes parents, du coup. Mais c'est. Avant ça, j'étais juste traumatisé par Jafar et par c'est- Frollo. Mais c'est bien aussi, mais tu vois, en fait, je pense que c'est vraiment le genre de truc où, encore une fois, quoi, tu prends les éléments qui t'intéressent, tu prends ce qui t'émerveille, genre les fées, les dragons. Mais mon point, c'est pas Harry Potter est moral ou est pas moral. Mon point, c'est Harry Potter n'est pas un conte. Oui, non, mais c'est non, c'est non, moi je parle des contes en général, en fait, tu prends vraiment les éléments qui te parlent ou quoi, et ensuite, tu vois, au fur et à mesure, en fait, quand tu grandis, tu comprends petit à petit pourquoi ça te parle. Ouais. C'est ça surtout, pourquoi ça te parle, pourquoi ça te plaît ou pourquoi ça ne te plaît pas. Oui, C'est dans ce sens-là, en fait, où je dis que... et moi, la question que je te pose, c'est pourquoi c'est pas pourquoi ça te plaît, c'est pourquoi c'est un conte. Et moi, mon côté prof de français dit c'est la forme qui se caractérise par ça. Et après, le contenu, il peut être émerveillable ou pas émerveillable, on s'en fout un peu, tu vois. Mais, Bah oui, mais toi, à la base, tu disais juste que t'étais pas d'accord avec mon point de vue. oui. Bah, moi, je trouve que le conte, c'est pas juste un truc qui t'émerveille quand on est enfant parce que c'est trop large comme définition, et je trouve que c'est d'abord une forme littéraire particulière. Ah oui,
Bien sûr. Voilà. C'est vrai que pour aller un peu dans le sens de... En fait, je suis d'accord sur plusieurs... On me dit compte, moi j'ai envie de penser émerveillement, j'ai envie de penser quelque chose qui m'accompagne, etc. Et en même temps, je viens de me souvenir de quel est le conte que je lisais en boucle enfant. C'était La chèvre de Monsieur Seguin. Et si vous connaissez le conte de La chèvre de Monsieur Seguin, il n'y a rien qui vous émerveille. Petit résumé très rapide. La chèvre de Monsieur Seguin, donc c'est une petite biquette qui s'appelle Blanchette ou une connerie comme ça. Blanchette, elle adore aller dans la montagne, sauf que tous les soirs, Monsieur Seguin la rappelle. Tous les soirs, elle revient. Et un soir, elle dit je m'en fous, je reviendrai pas. Sauf qu'elle n'avait pas compris de pourquoi on revient, c'est parce qu'il y a le loup. Et donc, elle va juste se battre toute la nuit avec le loup et elle meurt. C'est ça la fin du conte. La morale, juste, c'est écoutez peut-être vos parents ou les gens qui vous disent un truc, ils disent ça peut-être pas pour rien. Mais c'est vrai que j'ai lu vachement ce conte-là et il n'y a pas d'émerveillement. C'est comme... Alors que c'est un conte. Et à aucun moment, moi, ça me ferait bizarre si quelqu'un me disait « Ah, mais c'est pas un conte, La chèvre de Monsieur Seguin » ou « Barbe Bleue ». On me dit « Oui, Barbe Bleue, c'est pas un conte ». Alors que Barbe Bleue, ça fait pas si tant que ça réveille. C'est quand même un tueur en série. Non, c'est vrai, ça fait pas Mais rêver. ça fait grandir. Ça ressemble au conte C'est allemand rigolo un peu, que hein. tu dises ça, parce que moi, pour le coup, le conte que j'adorais quand j'étais petite, du coup, c'était Barbe Bleue. Je pense que ça explique beaucoup de choses sur le fait que je n'ai pas ma langue dans ma poche quand j'envoie chier les gens. Mais typiquement, je sais pas, je crois que le premier truc, en tout cas, qui me fascinait chez ce gars, c'est qu'il avait la barbe bleue. Et va savoir pourquoi. Dans le bouquin, aujourd'hui, vraiment, dans le bouquin, dans le conte tel quel, il a la barbe bleue. C'est ce qu'il l'enlaidit, alors qu'aujourd'hui, je suis désolée, hein, c'est hyper stylé la barbe bleue. Déjà à l'époque, je trouvais ça stylé en fait. Je pense qu'on fait boire 2 pintes à Marius, on peut lui faire teindre sa barbe en bleu. Hein. Donc, je pense que même avec un verre, hein, je pense que pour moi, là, j'aurais bien envie de mélanger vos deux définitions, du fait qu'effectivement, il y a cette forme de un conte, il était une fois, et à la fin, donc là, il meurt, oui, machin, pour le livre dont on parlait au début. Et en même temps, il y a le côté de ça nous fait grandir d'une manière ou d'une autre, et souvent, il y a une question de morale. Et donc, pour revenir à la question de notre très cher ingé son que vous avez au final oublié, les super-héros, je trouve que oui, ça peut être un conte sur certains points, et ça reprend certains archétypes de contes, parce que oui, Spider-Man en soi, on pourrait un peu le résumer de façon conte, mais la fin est encore ouverte. Il y a pas de point final. Alors, le point final, on peut, par exemple, dans Spider-Man in Spider-Verse, on peut se dire il y a un point final parce qu'il a grandi. Là, c'est le premier dessin animé Spider-Man là, qui est sorti il n'y a pas si longtemps. Il y a le 2 qui est sorti au cinéma. J'en parlerai pas pour pas spoiler, mais allez le voir. On peut se dire il y a une fin parce que là, il a grandi, il a appris, et maintenant, il n'a plus peur. Mais c'est ouvert. Donc, je trouve qu'il y a des points où ça rejoint le conte, et il y a d'autres points où ça rejoint pas le conte. Et après aussi, la question de... cette génération qui grandit avec ces super-héros-là, je trouve que la consommation des super-héros est différente des contes. Les contes, de base, même si là on a beaucoup parlé de cinéma, mais les contes, c'était beaucoup de choses qui étaient écrites, et donc il y avait beaucoup, je trouve, l'imagination du lecteur qui rentrait en compte. Parce que tu imaginais Barbe Bleue comme tu voulais. Alors parfois, tu avais une petite illustration, mais c'était pas autant une BD que les comics ou le cinéma. Le cinéma, Shrek, on te dit Shrek, tu sais qui c'est Shrek. Alors que si moi on me parle de Barbe Bleue, j'ai mon illustration parce que j'ai eu l'illustration de tel bouquin, mais quelqu'un qui a eu un autre bouquin, il connaîtra l'histoire, mais il n'aura pas du tout la même apparence. Alors que Spider-Man, tout le monde voit à peu près à qui et quoi ressemble Spider-Man. Même plus que ça encore, un conte, c'est même pas obligé d'être écrit. Un conte, c'est par définition quelque chose qui peut être entièrement gratuit. Genre, confiez-moi un gamin pendant 1 semaine, je peux lui raconter un conte différent chaque soir sans jamais ouvrir un seul bouquin ni rien acheter. En revanche, les héros de comics... Est-ce qu'ils survivraient déjà ? C'est ça la question. À moi ? Bon, je sais cuisiner et je les empoisonnerai pas, c'est déjà pas si mal. Mais un super-héros, en revanche, les super-héros ne sont pas des héros de conte. C'est ce que tu disais, ils sont nés dans un médium qui est fondamentalement visuel. Même, quand bien même le cinéma n'existerait pas, ils sont nés dans des BD. Tu ne peux pas... une novélisation Spider-Man, ça doit être chiant à crever, en fait. Genre, pour être tout à fait honnête. Pourquoi est-ce qu'on ferait une novélisation où on voit pas Spider-Man en train de faire des acrobaties ? Tu vois, genre vraiment... c'est la chiantise absolue, même avec une très très bonne narration des acrobaties, enfin c'est compliqué, quoi. Et le conte, pour avoir raconté, ça je m'en rappelle maintenant aussi, ça m'y fait penser, avoir raconté là récemment des contes à des enfants,
Il y a 2 contes que j'ai racontés à plusieurs reprises à la même petite fille, donc Boucle d'or et Les 7 petits chevreaux, c'est donc 2 petits contes. Et effectivement, à l'oral, ça se fait très facilement et tu peux rajouter des éléments, le conte passe toujours aussi bien. Tu peux en skipper parce qu'il est tard et que l'enfant doit aller dormir, ça fonctionne bien. Tu peux avoir les jeux de tu fais des grosses voix et des machins, des bidules, et ça passe super bien. Effectivement, si tu mettais des trucs visuels, ça passerait aussi. Mais rien que le support de la voix et de l'imagination passe super bien. Et le conte, il n'en est pas moins amoindri. Amoindri. Il n'est pas amoindri. Il n'en est pas moins amoindri, ça veut dire il est quand même amoindri un petit peu quand même. C'est après. Si, il n'en est pas moins. Attention où tu mets ta Alors, négation. non, genre, je disais plutôt dans le sens que le conte se restera aussi efficace, quoi. Bah moi après de toute façon j'aime pas les enfants donc le problème ne se pose pas, mais toujours est-il que pour reprendre la question des super-héros, en fait je pense que effectivement ça peut clairement émerveiller un enfant parce que les super-héros de manière générale sont hyper badass. Ils sont hyper badass et en plus ils sont ancrés, enfin en tout cas ils sont vendus comme étant ancrés plus ou moins dans notre réalité. Donc forcément, ça les rend quelque part un peu plus accessibles aux yeux d'un gamin qui est chétif et qui peut même pas soulever une bière avec son petit doigt. Bon, en même temps, tu fous une bière à des enfants. Bref, je vous dis, il m'en faut pas. Non. Mais je pense qu'il y a cet aspect-là qui clairement font un peu des super-héros les nouveaux princes et princesses d'aujourd'hui avec beaucoup moins de robes et beaucoup plus de badassitude. Et je pense que tu as tout à fait raison et que c'est aussi c'est dû au fait que donc c'est ancré en super-héros. Un enfant pourrait rêver de se dire ah un jour je vais voir Spider-Man et je vais croire que c'est réellement Spider-Man. Alors que un enfant tu lui mets les 7 petits chevaux, c'est des enfants, c'est des animaux anthropomorphes. Le gamin peut y croire jusqu'à un certain âge, mais très vite il sait que soit il joue le jeu parce que voilà, soit il y a moins le côté de oh au coin de la rue il pourrait avoir Spider-Man qui vient de me sauver. Oui, mais alors c'est quel ça. est le statut de Rocket Raccoon dans cette histoire? Regarde le dernier Gardien de la Galaxie et on en reparlera, mais je ne te spoilerai pas. Regardez le dernier Gardien de la Galaxie. Il a eu un prix d'une association animalière, c'est pas pour rien. Regardez-le. Alors évidemment, on n'aura jamais fait le tour de ces questions-là parce que le conte, c'est quelque chose qui est quand même pratiqué, humainement depuis, on va dire, longtemps, parce que j'ai pas envie de faire un faux début de dissertation mauvaise. De tout temps. Donc je vous propose de nous arrêter là. Prends la datation du livre si tu veux depuis longtemps. Comme ça, tu corrigeras ta dissertation. Ouais, voilà. En l'occurrence, le livre de Loulubi, et à la fin il meurt, fait donc remonter les origines les plus anciennes des contes dont elle parle dans son ouvrage à 850 de l'ère courante en Chine, donc au 9e siècle. Mais évidemment, on n'a pas abordé la question de est-ce que les mythes de l'Antiquité comptent comme des contes ou pas. En plus, on avait commencé à parler de super-héros, donc vous imaginez bien que quand on commence à comparer les héros de l'Antiquité et leurs propres super-pouvoirs avec les super-pouvoirs des super-héros, eh ben, on arrive à tout un tas de considérations sur l'évolution de la puissance super-héroïque ou de la puissance héroïque au fil des récits et de la façon dont les sociétés se composent. Nous n'avons pas le temps de voir ça, mais évidemment, vous êtes tout à fait libre de nous parler de vos propres parallèles entre super-héros, héros de contes et héros mythiques dans les commentaires. Nous allons en terminer là. C'est un petit peu émouvant pour moi parce que je quitte Toulouse, je m'en vais, donc je risque de ne plus retourner de podcast. Casper s'en va aussi. J'en tournais moins régulièrement que toi. Ouais. Après, potentiellement, il me semble que tous les étés, la canicule revient et potentiellement, vous pouvez revenir dans le sud encore plus chaud de la France et venir, qui sait, peut-être faire suivre à ce débat. Hein, et voilà. puis, notamment, boire des pintas parce que vous êtes quand même rigolo quand vous êtes bourré. Merci. Donc, en tout cas, en l'état, pour au moins 2 d'entre nous, adieu, chers auditeurs, chères auditrices.
On espère que vous écouterez quand même les suivants, même si forcément sans nous ça sera moins bien. Et bien écoutez, lisez, écrivez et faites des trucs. C'est chasser sans son chien. Si ton tu seras. Oui. Je m'entraîne. C'est pas ton tonton sort. Une mouche. Si ça se trouve, on va l'entendre. Ça va être rigolo. C'est en train d'enregistrer là. Oui, c'est ce que je dis, hein. Mais c'est pas grave. J'avoue. Alors.